Bonsoir. Le Comité international olympique fait l'objet d'une attention croissante après sa récente conversation vidéo avec la star chinoise du tennis Peng Shuai. La conversation ainsi que ce que le CIO ne divulgue pas à ce sujet suscite de nouvelles questions. Will Ripley nous en dit plus. Libérer Peng Shuai, c'est l'appel croissant des manifestants, des politiciens, des athlètes professionnels. Une mobilisation mondiale pour la star chinoise du tennis dont beaucoup craignent qu'elle soit réduite au silence. C'est le moment de s'exprimer car il reste moins de 100 jours avant les JO d'hiver. Le Comité international olympique, ou CIO, essaie de calmer la controverse. Une déclaration du CIO semble soutenir la version du gouvernement chinois selon laquelle la triple championne olympique est saine et sauve, malgré l'inquiétude croissante quant à sa liberté. Le CIO a diffusé dimanche cette unique image d'un appel de 30 minutes entre Peng, le président du CIO, Thomas Bach et deux autres officiels, demandant, je cite, de respecter sa vie privée. Un officiel du CIO a déclaré « J'étais soulagé de voir que Peng Shuai allait bien, ce qui était notre principale préoccupation. » Certains suggèrent que la véritable préoccupation de la commission n'est pas Peng, mais les profits. La déclaration du CIO ne mentionne pas les allégations explosives de Peng il y a 3 semaines que l'un des plus hauts dirigeants communistes de la Chine, photographié avec M. Bach du CIO en 2016, l'a agressé sexuellement. Contrairement au CIO, l'association féminine de tennis est prête à retirer des centaines de millions de dollars d'affaires en Chine. Elle exige une communication directe avec Peng, non surveillée, non censurée. L'association des tenniswomen, ou WTA, a déclaré à CNN « Cette vidéo ne change rien à notre demande d'une enquête complète, juste et transparente, sans censure. » Lorsque les livres d'histoire se pencheront sur cette période, ils diront « La WTA, quel incroyable cours magistral en matière de leadership humanitaire. Elle a bien fait en interpellant la Chine sur ses abus. Et le CIO reste assis là, comme il le fait toujours, à ne rien faire. » Ce qui, selon certains, rend le CIO complice du silence apparent d'une icône du tennis qui a osé s'élever contre l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli. Ce dernier est connu pour garder un profil bas et est dépeint dans la propagande chinoise comme étant terre-à-terre et un croisé contre la corruption. Le Parti communiste traitera cette affaire comme une affaire interne. Je doute vraiment qu'il en réfère au procureur de l'État, car cela soulèverait trop de questions. Tous les hauts dirigeants ont des informations sur tous les autres. Un petit pays européen, la Lituanie, fait face à la fureur de la Chine après avoir renforcé ses liens avec Taïwan. Les États-Unis offrent à ce pays une aide commerciale et l'Union européenne prend également position. Voici les détails. La Chine a exprimé dimanche son mécontentement à l'égard de la Lituanie, pays membre de l'Union européenne, et elle a revu à la baisse leurs relations diplomatiques. Cette décision a été prise après que la Lituanie ait autorisé Taïwan à ouvrir une ambassade de facto. Mais lors d'une conférence de presse, la première ministre du pays a déclaré qu'elle ne regrettait pas cette décision. La Lituanie souhaite une relation économique, culturelle et scientifique plus intense avec Taïwan. Cela a été annoncé dans le programme du gouvernement et cela n'aurait dû être une surprise pour personne. Pékin considère Taïwan qui est autogéré et gouverné démocratiquement comme un territoire qui n'a aucun droit aux attributs d'un État. Elle a intensifié la pression sur les autres pays pour qu'ils réduisent ou rompent leurs relations avec l'île, même pour des liens non officiels. Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a exigé que la Lituanie mette un terme à ses relations récemment renforcées avec Taïwan en menaçant le pays. La décision a été prise au détriment des propres intérêts de la Lituanie. Mais la Lituanie a défendu son droit à étendre sa coopération avec Taïwan et a déclaré que son ministre des Affaires étrangères se rendrait à Washington pour discuter de projets de commerce et d'investissement. Vendredi, un fonctionnaire américain a déclaré que la Lituanie signerait un accord commercial de 600 millions de dollars avec les États-Unis. Le même jour, une autre responsable a mis en garde quelconque pays menacerait la Lituanie. Nous réaffirmons notre soutien à notre précieux allié de l'OTAN et partenaire de l'UE, la Lituanie. Nous rejetons les tentatives d'autres pays d'interférer dans la décision souveraine de la Lituanie d'approfondir sa coopération avec Taïwan. Le même jour, la Chine a averti la Lituanie qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires en réponse au bureau taïwanais de la Lituanie. Le bureau de représentation de Taïwan en Lituanie a finalement ouvert jeudi dernier. Du côté anglais, le Premier ministre Boris Johnson a réussi de justesse à faire adopter son plan de plafonnement des soins sociaux
à la Chambre des communes hier soir, malgré une rébellion importante au sein de son propre parti. 19 députés conservateurs se sont opposés au plan du gouvernement et de nombreux autres ont choisi d'aller à l'encontre des consignes du parti et de s'abstenir de voter. La majorité du gouvernement n'était plus que de 26 voix. La rébellion devrait s'étendre à la Chambre des Lords où la législation pourrait être modifiée le mois prochain. Un reportage d'Eddie Aitken de NTD. Le Premier ministre Boris Johnson fait face à une rébellion des Tories sur son plafonnement de la protection sociale. Lundi soir, un amendement au projet de loi a été adopté à la Chambre des communes. Mais 19 députés conservateurs ont voté contre le gouvernement et des dizaines d'autres ont défié les consignes du parti en ne votant pas du tout. Les oui à droite, 272. Les non à gauche, 246. La majorité du Premier ministre a été réduite considérablement à seulement 26 voix, alors que sa majorité active compte environ 80 députés. La rébellion va s'étendre aux Lords où d'anciens ministres vont tenter de forcer le gouvernement à capituler. Le Télégraphe rapporte que l'ancien secrétaire à la santé Lord Lansley et l'ex-ministre des retraites, la baronne Altman, ont déclaré qu'ils chercheraient à modifier la législation à la Chambre haute le mois prochain. La rébellion s'oppose à l'amendement selon lequel l'aide sous condition de ressources ne sera pas comptabilisée dans le plafond de 102 000 € sur les coûts des soins. Un économiste a déclaré qu'environ 60% des personnes âgées nécessitant des soins pourraient être affectées. Plus tôt ce lundi, lors d'un discours devant la conférence de l'industrie britannique, le Premier ministre a perdu le fil de ses pensées. Donc, avec des rues plus sûres, des écoles locales formidables, un haut débit... Pardonnez-moi. Les gens auront la confiance nécessaire pour rester près de l'endroit où ils ont grandi, pour créer des entreprises. Il a parlé avec des chefs d'entreprise de Peppa Pig comme d'un bon exemple de la créativité britannique. Hier, je suis allé, comme nous le devons tous, au monde de Peppa Pig. Et si vous avez été au monde de Peppa Pig, qui a été à? Levez la main, qui a déjà été au monde de Peppa Pig? Pas assez. J'avais un peu de mal à savoir ce que je l'ai trouvé au monde de Peppa Pig, mais j'ai adoré, et le monde de Peppa Pig est tout à fait mon genre d'endroit. Le porte-parole officiel du Premier ministre a dédramatisé la situation, affirmant qu'il n'est pas inhabituel que des personnes perdent le fil de leur discours. Eddie Aitken, NTD News. Et du côté de l'Écosse maintenant, à partir du 6 décembre, la preuve d'un test Covid négatif sera ajoutée au pass sanitaire écossais. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a également déclaré plus tôt que les passes ne seront pas étendues à d'autres lieux en Écosse. Le gouvernement examinait la possibilité d'ajouter les théâtres et les cinémas à la liste des lieux exigeant une preuve de vaccination. Un reportage de Jen Werrell. La première ministre d'Écosse a déclaré que le pass Covid ne sera pas, pour le moment, étendu aux théâtres, cinémas et autres lieux. À ce stade, nous avons décidé de ne pas étendre le champ d'application du dispositif. Bien que notre situation soit précaire, nous avons pris en compte le fait que les cas sont effectivement stables et qui sont même en légère baisse. Et nous avons considéré l'impact inévitable que les passes vaccinaux ont sur le fonctionnement des entreprises. Et nous avons conclu qu'à ce stade, l'extension ne serait pas proportionnée. Cette annonce est un soulagement pour les entreprises à l'approche de Noël. Le fait que le gouvernement ait entendu le secteur de l'hôtellerie-restauration et qu'il ait répondu en n'étendant pas le dispositif a été très bien accueilli et apporte un vrai répit aux entreprises qui sont encore fragiles. Les grands événements et les boîtes de nuit nécessitent le pass vaccinal. Selon Thomson, certaines entreprises du secteur ont perdu 60% de leur clientèle. La première ministre a par ailleurs précisé qu'à partir du 6 décembre, une option de test négatif sera incluse dans le dispositif. Est-ce que l'option du test négatif améliorera les choses parce qu'elle entrera en vigueur le 6 décembre ? Eh bien, c'est une évolution bienvenue pour les entreprises qui devront encore vérifier les passes et il reste à savoir quelle différence les tests de flux latéral feront. Je pense que les entreprises s'attendront probablement à voir moins de personnes, mais cela pourrait être bénéfique. Mais je veux dire, en fin de compte, ce que nous aimerions voir, c'est la suppression du système de passes parce que le gouvernement écossais n'a aucune preuve qu'il fonctionne réellement.
Le gouvernement écossais indique que les passeports Covid ont eu un effet mitigé sur l'augmentation des taux de vaccination. Cependant, la première ministre a déclaré que le programme avait joué un rôle dans l'augmentation des taux de vaccination en Écosse. Le gouvernement écossais recommande au public de passer un test de flux latéral 2 fois par semaine. Sturgeon a appelé les gens à faire un test avant toute activité sociale pendant les fêtes. Jane Werrell, NTD News. Le concept de réparation des objets n'est pas nouveau. Mais les militants européens estiment que la législation actuelle ne va pas assez loin lorsqu'il s'agit d'aider les consommateurs à réparer leurs appareils électroniques cassés plutôt que de les jeter. Ils souhaitent une version européenne de l'indice de réparabilité qui a vu le jour en France. Pendant ce temps, des cafés de réparation au Danemark et en Suède réinventent le concept de réparation. Anna Rodriguez nous en dit plus. Au beau milieu des pinces, des fils, des fers à souder et des tournevis, les réparateurs bénévoles de ce café de réparation de la capitale danoise Copenhague redonnent vie à ces appareils. Fondée il y a presque 6 ans, l'association à but non lucratif Repair Café Danemark organise jusqu'à 15 événements hebdomadaires dans tout le pays. Les habitants apportent des appareils électroniques hors d'usage et les font réparer gratuitement sous leurs yeux. Nous devons prendre soin de la planète. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme avant, donc nous devons lancer un mouvement pour ne pas jeter les choses quand elles fonctionnent encore. Certains apportent des gadgets qu'ils n'ont pas les moyens de remplacer, pour d'autres il y a un lien sentimental, mais pour la plupart il s'agit d'un désir de contribuer au développement durable et de réduire l'immense montagne de déchets électriques. Ma radio était cassée et je ne voulais pas la remplacer par une nouvelle parce que c'était un tout petit problème. Chaque année, les Européens produisent plus de 16 kilos de déchets électriques par personne, mais souvent, il n'est pas facile de réparer les objets en raison du manque de pièces de rechange ou de la difficulté d'accéder aux mécanismes internes. La Suède est allée plus loin que la plupart des pays de l'UE en soumettant les réparations et les pièces de rechange à une TVA réduite. D'autres pays européens, comme la France, ont déjà commencé à encourager la réparation des biens plutôt que leur remplacement. En France, dès 2021, les acheteurs pourront comparer le coefficient de réparabilité de certains produits électriques lors de leurs achats en magasin et en ligne. Les militants ont salué cette initiative et souhaitent que d'autres suivent l'exemple. L'idée est de donner aux consommateurs des informations claires sur la facilité de réparation des appareils. S'ils achètent un produit qui a une très mauvaise note, alors ils savent qu'ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'il soit réparable et soit réparé. Donc, oui, c'est une mesure assez innovante et nous l'avons vraiment saluée. Les groupes de défense des droits des consommateurs souhaitent que le droit à la réparation soit étendu aux smartphones, ordinateurs portables et autres petits appareils électriques. Anna Rodriguez, NTD News. Les jardins de Tivoli au Danemark s'illuminent pour les fêtes de fin d'année. Le parc d'attractions est illuminé de près d'1 million de lumières de Noël. Chen Wu de NTD nous en donne un aperçu. Le deuxième parc d'attractions à thème au monde, les jardins de Tivoli, de Copenhague, brille de près d'1 million de lumières pour marquer le début de la saison de Noël. Des visiteurs du monde entier viennent pour ce spectacle de lumière. J'ai beaucoup entendu parler de Tivoli avant de venir à Copenhague. J'ai entendu parler de sa magie en hiver. Donc nous sommes venus spécialement pour voir Tivoli. Et c'est exactement comme je pensais. C'est fantastique. Un bel endroit. Normalement, environ 1 million de personnes visitent Tivoli à l'époque de Noël, mais l'année dernière, il a dû fermer après seulement 2 semaines à cause de la pandémie. Dans l'attente d'un retour à la normale, le thème de cette année est la convivialité, la proximité et l'amour, illustrés par des cœurs dans tout Tivoli. C'est vraiment beau. J'aime voir toutes ces lumières et tous ces cœurs dans Copenhague. C'est vraiment agréable. Venir ici, ça vous met vraiment dans l'esprit de Noël. De nombreuses animations sont prévues dans ce parc à l'approche de Noël. Chez Wu, NTD News. L'Allemagne se trouve actuellement dans ce qui est appelé la 4e vague d'infection Covid-19. De nombreux marchés de Noël traditionnels allemands ont été annulés. À Berlin, certains sont encore ouverts, mais la plupart réservent l'entrée aux personnes qui ont été vaccinées. Nell Woodrow,
nous en parle. C'est une tradition qui fait partie intégrante de Noël pour de nombreux Allemands. Les marchés de Noël du pays sont un lieu de rencontre où l'on boit un verre de vin chaud et où l'on achète quelques cadeaux ou décorations de Noël. À Berlin, l'année dernière, presque tous les marchés de Noël ont été annulés. Et cette année, seuls quelques-uns sont maintenus, comme celui de la place emblématique Gendarmenmarkt. Nous sommes bien sûr heureux que nous puissions avoir un marché de Noël cette année après la pause de l'année dernière et nous sommes vraiment heureux que les exposants soient venus et qu'ils n'aient pas peur que quelque chose se passe ici. Depuis plusieurs mois, il est clair que les marchés de Berlin ont deux options. La règle dite des 3G, avec l'entrée des personnes vaccinées, rétablies ou ayant un résultat de test négatif. Ou la règle dite 2G, avec une entrée limitée aux personnes vaccinées et à celles qui se sont rétablies du virus. Nous avons opté pour la règle 2G il y a environ un mois car nous avons pensé que ce serait la meilleure solution pour que les gens viennent et se sentent en sécurité. Avec la règle des 3G, les gens doivent porter un masque médical et garder une certaine distance. Avec la 2G, ni l'un ni l'autre n'est nécessaire. Ces deux visiteurs islandais sont venus spécialement pour les marchés. Ils disent qu'ils se sentent en sécurité ici parce qu'ils sont vaccinés. Mais les autorités renforcent les restrictions dans tout le pays contre ce qu'elles jugent nécessaire face à la récente vague d'infection au Covid-19. Oui, je pense que dans 2 ou 3 semaines, ce sera fermé, ou 2 ou 3 jours et ce sera fermé. Je préfère venir tout de suite, au début. Dans d'autres villes et États, les responsables ont déjà fermé de grands et célèbres marchés de Noël, comme le plus ancien marché de Noël de Dresde, dans l'État de Saxe, qui a annulé tous les événements culturels. Le marché offrait un spectacle désolant lundi, alors que les propriétaires de stands démontaient les cabanes déjà montées et remballaient les décorations. C'est triste, mais c'est vrai. C'est très joli, n'est-ce pas? Neil Woodrow, NTD News. Et le plus haut sommet d'Allemagne, le Zugspitze, a ouvert ses portes pour la saison d'hiver vendredi. Des restrictions spéciales contre le Covid s'appliquent, y compris la règle dite des 2G, qui signifie que seules les personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19 ou ayant récupéré de la maladie ont accès aux pistes. Joy Duguid nous en dit plus. Les pistes sont à nouveau ouvertes sur le Zugspitze, la plus haute montagne d'Allemagne. Des skieurs masqués ont été vus en train de prendre les télésièges et de monter dans les téléphériques, les autorités appliquant strictement la règle dite des 2G. Cela signifie que seules les personnes vaccinées ou celles qui se sont récemment remises du Covid sont autorisées à accéder au site. D'autres ajustements ont également été mis en œuvre. Nous avons réduit la capacité des cabines. Par exemple, le téléphérique accueille seulement 80 personnes au lieu de 120. Dans le train à crémaillère, seuls les sièges peuvent être occupés. Enfin, il est obligatoire de porter des masques faciaux FFP2, ce qui s'applique dans les zones d'attente, dans les cabines et sur toutes les remontées. Et les conditions météo sont favorables. Il fait beau, la neige est bonne. Bien sûr, on reste sur les pistes. À côté, il n'y a pas assez de neige. On va pas se plaindre, il fait bon et on n'a pas froid. Le temps est génial, il y a assez de neige, du moins sur les pistes, et donc ça ne pourrait pas être mieux. Cependant, le porte-parole de l'opérateur de téléphérique local a déclaré que son équipe avait appris à ne pas planifier trop à l'avance. Nous profitons de la journée d'aujourd'hui et nous veillons à ce que toutes les mesures soient respectées afin de pouvoir exploiter les remontées mécaniques. Ce qui se passera demain, nous ne pouvons pas le dire à ce stade. D'ailleurs, quelques heures plus tard, le Premier ministre de l'État de Bavière, où se trouve la Zugspitze, a annoncé un confinement pour les personnes non vaccinées à partir de la semaine prochaine. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré qu'un confinement à l'échelle nationale, y compris pour les personnes vaccinées, ne pouvait pas être exclu alors qu'un pic de cas a été signalé. Joy Duguid, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.